On va passer au dernier thème qui est, là on était sur les occlusions artérielles et là on est sur l'occlusion des gros anévrismes finalement. Hubert de Salle est chef de service de neuroradiologie, secrétaire général de la Société française de neuroradiologie et il est à Nantes. Voilà, merci beaucoup Jacques, merci, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois depuis 6 mois que je quitte ma petite province pour venir monter à Paris. Donc c'est grâce à cette occasion pour parler de quelque chose qui, dans ma génération, a été véritablement la raison d'être de ma vocation pour la neuroradiologie interventionnelle et pour la pathologie vasculaire cérébrale. Et puis, le professeur Nagara vous a brillamment exposé aujourd'hui la nouveauté qui est la prise en charge de l'AVC et qui bouleverse tout dans notre pratique quotidienne parce que c'est une activité supplémentaire. Donc là, je me permets et je remercie Jacques de m'avoir demandé de travailler un petit peu sur cet aspect spécifique des anévrismes intracrâniens et pas n'importe lesquels, les anévrismes géants. Alors c'est tout à fait étonnant, pourquoi s'intéresser simplement à un critère qui serait la taille? Mais on sait bien que dans tous les organismes vivants, la viabilité n'existe qu'à l'échelle adaptée et que les géants, les Lilliputiens n'existent pas ou alors ont une espérance de vie, ont des seuils une qualité de vie qui est différente des autres. Et les anévrismes, on parle des anévrismes, alors je vois qu'il y a des chirurgiens vasculaires dans la salle, mais parler des anévrismes intracrâniens, c'est pas du tout la même chose. Il y a un enrichissement mutuel à obtenir, mais c'est pas du tout la même pathologie. Un même mot qui désigne des processus physiopathologiques qui peuvent ne rien avoir les uns avec les autres. Mais le point commun, c'est que ça saigne. Et si ça saigne, ça tue. Et la particularité en intracrânien, c'est que les artères musculaires intracrâniennes sont des artères musculaires comme les coronaires, mais totalement différentes, et elles ont une anatomie différente. Et alors on vient que ces gros anévrismes, ces anévrismes géants, ils sont connus depuis l'origine de l'angiographie cérébrale, inventée par Edgar Moniz, prix Nobel, pas pour cette raison-là, mais pour d'autres raisons, qui trouvait que bien sûr d'habitude un anévrisme ça avait la taille d'un petit pois, mais de temps en temps, je n'ai pas grossi, mais de temps en temps on avait des choses monstrueuses dans les années 30 où on découvrait des dilatations anévrismales qu'il appelait plexiformes, racémeux, cirrhoïdes, variqueux, qui montrait que déjà on était dans des circonstances un peu particulières. Voilà 2 images de patients différents. Là, vous reconnaissez, c'est une carotide de face gauche, carotide de face gauche. Il y a des anévrismes sur chacune des images. Celle-là, elle est facile à voir, c'est un anévrisme géant. De l'autre côté, vous avez ce petit point-là. Ce sont les 2 extrêmes potentiels d'une pathologie qui porte le même nom. Une micro-lésion face postérieure de A1, c'est du classique, ça saigne et ça tue. Une énorme lésion, et y a-t-il un continuum entre ces 2 images? C'est très difficile. On a l'habitude de dire que, bon, il y a 1,2 million de Français qui ont un anévrisme dans la tête. C'est compliqué. Il y en a très peu qui vont évoluer vers la rupture, probablement une majorité qui ne va ne pas évoluer vers la rupture, mais pour autant, il va y avoir formation, développement d'une dilatation, d'une hernie sur ces artères intracrâniennes qui surviennent toujours au même endroit, au niveau des bifurcations, sous l'influence de stress vasculaire, hémodynamique qui vont influencer l'hypertension artérielle, une prédisposition du mur, de la paroi vasculaire elle-même, aboutissant à une transformation phénotypique morphologique de l'artère. Ça, c'est une chose. On aboutit à un phénotype de l'artère. Ce phénotype va-t-il, pour une raison ou une autre, saigner ? Et on est aujourd'hui incapable de le prédire malgré toutes les recherches génétiques, physiopathologiques, de modélisation du flux. Aujourd'hui, nous sommes incapables en consultation de dire oui, votre anévrisme va saigner ou pas. Le seul élément qu'on ait, c'est la taille. Parmi un élément important. Et vous voyez qu'au milieu des anévrismes, on peut décrire les fusiformes, parce que le fusiforme de l'aorte abdominale, nous on le connaît aussi en intracrânien, mais c'est une pathologie dont l'histoire naturelle est totalement différente. On a des formes rompues et non rompues, et on a des collègues et des éminents amis qui croient que ce sont 2 pathologies différentes. Il y a les anévrismes qui saignent, point, avec une identification phénotypique très particulière, et puis ceux qui ne saignent pas. Mais ça, on n'est pas capable de distinguer les 2. Il y a les formes familiales et les formes sporadiques.
Les formes sporadiques, c'est tout un chacun. Les formes familiales, c'est au sein d'une même famille, des gens jeunes, de 20 à 40 ans, qui saignent et qui meurent brutalement d'une rupture d'anévrisme. Ça, on les connaît, on a beaucoup travaillé d'un point de vue génétique. Il y a ceux qui ont une forme de sac, il y a les serpentins, ici un petit serpentin que j'ai pris dans les littératures. Il y a les petits, les larges, et puis les géants. Et puis il y a ceux qui sont disséquants, inflammatoires, infectieux, dans les pathologies endocardite par exemple, traumatiques, des hyperdébies dans les malformations artério-veineuses, ou dégénératifs quand on va parler. Alors là, on va se focaliser sur ces anévrismes géants, qui sont, vous avez vu, 3% de la population. Là, on va parler de 5% des 3% de la population. Donc une toute petite sous-population, mais qui est intéressante quand même, parce qu'elle a une physiopathologie différente. Par définition, on dit qu'ils sont géants à partir de 25 mm, mais bon, on va s'affranchir de ça. Ils ont quand même bénéficié du fruit de la collaboration multidisciplinaire entre l'historique neurochirurgie et de la neuroradiologie interventionnelle, et puis c'est une source de recherche passionnante pour essayer de comprendre ces anévrismes. Il y a une prédominance féminine comme les anévrismes sporadiques de plus petite taille. Ils font plus de thrombus au niveau de la paroi, ça c'est tout à fait caractéristique. Ils ont une néovascularisation avec des vasavasorum qui n'existent habituellement pas en intracrânien, alors que c'est beaucoup plus connu, et ça on s'inspire de la littérature aortique. Et surtout, il y a un risque majeur de rupture à leur découverte, de 40% à 5 ans pour les non rompus, pour ceux qui n'ont jamais saigné, puis 50% pour quand il y a eu une pathologie hémorragique préalable. Donc voilà, il y a des calcifications, je vais vous montrer quelques petites séances, et puis on bénéficie du travail également de mon maître Pierre Lajonias, qui a beaucoup travaillé sur la paroi et sur les phénomènes inflammatoires qui s'y produisent. On sait que ces anévrismes peuvent peut-être naître de petite taille et évoluer par strates différentes, par dissection infraclinique en bulbe d'oignon pour aboutir à une formation beaucoup plus volumineuse. C'est une théorie. Mais heureusement, dans certaines situations, je vous raconte une de mes patientes il y a quelques années qui avait rompu un anévrisme. Je l'avais traité correctement et s'était recanalisé un petit anévrisme classique de la face postérieure du siphon carotidien. Elle va parfaitement bien. Voilà, l'IRM T2, densité, c'est le noir où il y a spire ici. L'anévrisme est correctement bouché. Il est bien, bon, ceux qui ont l'œil disent, mais il est bien, la dame va très très bien. Alors c'est la discussion. Qu'est-ce que c'est? On veut des images ou on veut un patient qui va bien? Le patient va très très bien. Mais je la suis tous les ans, parce qu'elle nous amène des gâteaux à l'IRM. Donc on la suit tous les ans. Et tous les ans, et je ne vous ai pas montré toute l'histoire parce que j'ai malheureusement pas le temps, mais voilà 5 ans plus tard, ce qu'elle a développé, elle a développé quelque chose qui mesure plus de 25 mm, en grande partie thrombosé, avec une petite image circulante à l'intérieur. C'est un anévrisme géant. Vous avez, voilà, un cas clinique, je ne vais pas en faire le résumé total de la physiopathologie de ces images, mais avec ces énormes lésions, oula, ça va, calcifiés en périphérie, ces processus expansifs intracrâniens d'origine vasculaire, calcifiés, avec une portion circulante. Cette dame-là, je devais la traiter, j'ai beaucoup réfléchi, elle avait plus de 80 ans, elle est parfaitement bien. J'avais convenu de la traiter de la façon dont je vais vous le dire. Malheureusement, elle s'est cassé la hanche, donc on a priorité à la hanche. Elle est retournée chez elle en convalescence, elle a fait un arrêt brutal avec une hémorragie de son anévrisme. L'IRM nous a grandement aidé à comprendre des processus physiopathologiques. On voit la lumière vasculaire, l'anévrisme, mais ça ne résume pas la pathologie, puisqu'on voit que tout autour, il existe des processus de dissection, des processus inflammatoires, qui sont absolument essentiels, montrant une évolution discontinue de la formation de ces anévrismes. On voit ici, dans le lobe temporal, dans lequel est enchâssé cet anévrisme, qui présente différents strates, une réaction œdémateuse. C'est le blanc que l'on voit, le parenchyme cérébral réagit au contact de cette tumeur vasculaire, de cette paroi vasculaire. Une forme totalement différente chez un sujet jeune, de 22 ans, cette fois-ci, il n'y a aucun thrombus. C'est une dilatation de l'artère sans aucun thrombus. Totalement, ça atteint une forme, une dilatation sans rupture, C'est absolument essentiel. Et puis bien sûr le pronostic qui est souligné à chaque fois, tous les soirs, tous les matins on fait la relecture, et des scanners passés de la nuit, et on voit ces anévrismes géants ici,
qui sont responsables d'une hémorragie avec un décès brutal. Ici, un deuxième patient, on voit ces anévrismes géants, ça saigne de façon évidente. Alors, on a la justification qu'il faut impérativement les prendre en charge. Voilà des différentes options. On peut médicalement, les facteurs de risque, il faut qu'ils arrêtent de fumer, il faut contrôler la tension artérielle. La chirurgie, vous voyez que dans le cadre des anévrismes de grande taille, un clip ne suffira pas. Et puis la neuroradiologie interventionnelle sous deux aspects, l'occlusion de l'axe porteur ou la diversion de flux, la reconstruction ou de façon combinée. Alors voilà un petit schéma, je vais passer rapidement, c'est pas un schéma d'ailleurs, c'est une vue péropératoire, un clip qui sert le collet de l'anévrisme, mais vous voyez que dans certaines grosses tailles, le clip n'est pas suffisant. Il y a des traitements combinés associant à la fois une occlusion de l'axe porteur et des anastomoses intracrâniennes. Et je ne pouvais que montrer le visage de Fyodor Servinenko, qui était l'inventeur et un peu un détonateur des voies des traitements endovasculaires par ces ballonnets. Un anévrisme géant, l'anastomose extra-intracrânienne entre la carotide externe et puis la circulation sylvienne, et une occlusion qui peut être endovasculaire ou chirurgicale de l'anévrisme intracrânien. C'est pas facile du tout. Voici un cas historique nantais, le patient avait déjà été opéré, vous voyez le clip chirurgical, et puis cet énorme refoulement, cette dilatation, ces spires qu'on a mis de façon sélective, on a utilisé nos outils habituels pour traiter ces grosses choses, ça ne marche pas, les spires progressent dans le thrombus, sont mangés, le patient va bien. Mais, vous voyez, cette lésion énorme, mais ça ne sert à rien, donc on utilise à chaque fois des techniques nouvelles, des devices nouveaux, pour essayer de stabiliser ce processus évolutif de la paroi. Ici, vous voyez, je vous montre cette petite image parce que c'est un anévrisme géant de la communicante antérieure, et vous voyez trois interventions, trois remplissages de spires différents, et la dernière fois avec mise en place d'un stent dont on espère qu'il va stabiliser l'évolution de la paroi. Et puis dans certaines situations, quand même, 2008, 2020, énorme anévrisme traité à la phase aiguë d'une rupture, recanalisation, on l'a traité avec un petit stent, on a réussi à stabiliser les choses, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Et donc là, je bénéficie d'une belle méta-analyse faite par l'équipe de Montpellier qui nous permet d'évaluer aujourd'hui les traitements comparer les traitements déconstructifs, c'est-à-dire le meilleur traitement historique qui était l'occlusion de l'axe porteur, on bouche, et le premier c'était des Fogarty. On mettait des Fogarty par voie percutanée, ponction directe de carotide. Je vais vous montrer un cas. Et puis maintenant, les traitements reconstructifs où grâce à des stents de très haute porosité, des très faibles porosités, on reconstruit l'axe vasculaire. Et c'est très important. L'occlusion, on gonfle un ballon, on teste pour savoir si en bouchant la carotide interne d'un côté, il y aura une suppléance par les anastomoses du polygone de Willis. C'est formidable. Si ça marche, c'est le meilleur des traitements. On vérifie par injection, on vérifie clinique, parfois par voie électroencéphalographique, si ça fonctionne avec le ballon. Ici, vous voyez qu'il y a une asymétrie de fonctionnement, de temps veineux. Je ne peux pas sacrifier l'axe carotidien gauche sous risque de provoquer une ischémie cérébrale. Vous voyez qu'ici, un gros anévrisme du siphon carotidien, occlusion carotidienne, on a véritablement une guérison en imagerie radiologique de l'anévrisme qui a disparu. Mais par contre, ça c'est un cas traité par Fogarty, occlusion carotidienne post-traumatique, il y a 20 ans, faite par mon patron. 10 ans plus tard, des anévrismes de redistribution du flux qui sont apparus, des anévrismes de novo. Donc l'occlusion carotidienne est un très bon traitement, le meilleur, le moins risqué, mais qui ne peut pas être toujours utilisé. C'est pour ça qu'ont été développées des techniques de reconstruction artérielle grâce au développement industriel et sur l'innovation, quand même suggéré par le besoin médical, de développer des stents qui vont rediriger le flux. Et là, on change totalement de paradigme, mais avec comme défaut une nécessité d'une prise en charge médicamenteuse des antiagrégants plaquettaires pour ne pas avoir des accidents thromboemboliques. Alors, je vais passer. Voilà, je vous montre une situation un peu caractéristique. C'est un patient qui a saigné. Terminaison carotidienne, anévrisme géant, dysplasie vasculaire. Il a saigné, c'était il y a quelques années. À l'époque, je n'avais pas d'outils pour traiter ça. Donc le chirurgien, heureusement qu'il y a cette multidisciplinarité, opère le patient sous CEC pour véritablement avoir accès et pouvoir détendre le cerveau et pouvoir opérer.
Voilà le résultat post-CEC et après quelques temps de surveillance. Le résultat n'est que partiel, la grosse partie de l'anévrisme a quand même, le patient va parfaitement bien. Mais ça repousse, la dysplasie continue à évoluer. Les progrès de la technologie montrent bien cette reconstruction tridimensionnelle qui montre bien les clips chirurgicaux, mais la persistance de ces anévrismes. Et voilà la modélisation du stent qui va pouvoir être mis en place et permettre une reconstruction par-delà, on arrive à là, une reconstruction totale par voie endovasculaire de l'artérioracée, le nouveau paradigme du traitement de ces anévrismes avec, je crois, quelque chose d'extrêmement important. Ici, une autre situation, personne un peu âgée, du siphon carotidien, des troubles oculomoteurs, puisque les nerfs oculomoteurs passent dans la loge caverneuse. On stent, tout va bien, l'anévrisme était là, il a disparu. 10 ans plus tard, nouvelle diplopie, on ne peut plus regarder le FC Nantes, elle a plus de 80 ans, 10 ans plus tard, 90 ans, et elle regarde le FC Nantes de façon très volontaire et participe. Mais elle est un peu gênée. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a reconstruit l'artère sur une segment, je suis désolé, je suis un peu long, je vais finir vite fait. On a reconstruit l'artère sur un segment, mais on n'a pas soigné toute l'artère dans son ensemble. Et l'anévrisme repousse au-delà du stent. D'accord ? Donc c'est bien sûr des limites de ces traitements. Dans certaines circonstances, vous voyez qu'ici, le scanner coupe coronale montre qu'il n'y a pas de polygone de Willis. Toutes les péricalleuses, il n'y aura pas de, la communicante antérieure prend les deux péricalleuses, mais il n'y a pas de segment A1. Donc il n'y a pas de possibilité de sacrifier cet axe carotidien droit qui est porteur d'un volumineux anévrisme, en grande partie thrombosé, mais extrêmement symptomatique. Donc là, on a appris qu'il fallait organiser le caillot à l'intérieur du sac pour ne pas provoquer de rupture secondaire. On met quelques spires, on met un stent dans le siphon, on reconstruit et on arrive à exclure totalement. Voici la situation de départ et la situation. On voit également que l'ensemble de la thrombose qui était là a totalement involué, montrant tout l'intérêt. Voilà, on est sur un sous-type, sur une sous-population d'anévrisme intracrânien qui montre, et je voulais, parce que la discussion était passionnante sur la transversalité de la pathologie. Je pense que c'est la recherche qui est importante. Qui aime la pathologie, c'est la pathologie vasculaire. Les vaisseaux, c'est pas toujours les mêmes, mais ont toujours des choses à apprendre. On a des choses à apprendre parce que dans cette pathologie très particulière, l'IRM, cette Tesla, va nous donner une analyse quasiment histologique de la paroi, savoir si elle est en poussée inflammatoire, savoir si elle est quiescente et savoir si c'est le moment optimal pour traiter ou pas. Je suis persuadé qu'on arrivera véritablement à approcher une médecine personnalisée de ces patients-là grâce au progrès de l'imagerie médicale. Il faut avoir bien conscience quand même qu'on est sur des risques opératoires. On voit que quand on traite, on occlue l'artère porteuse, bien évidemment, on est beaucoup plus efficace sur long terme que quand on reconstruit l'artère. En termes de complications, 16% de complications quand on occlue l'artère, 30% quand même, ce qui est important, il ne faut pas négliger. On a encore d'énormes progrès à faire et de bien. Alors, je n'ai pas fait d'arbre décisionnel, mais je serai prêt à répondre à vos questions pour vous dire qu'entre les deux, c'est une décision multidisciplinaire. L'anastomose extra-intracrânienne fait partie de l'arbre décisionnel. Grand par la taille, grand par la dangerosité. Je crois que c'est véritablement un challenge thérapeutique et intellectuel qui nécessite que tous ceux qui s'y intéressent participent, et en particulier l'imagerie. Je crois véritablement à l'imagerie cette Tesla. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a certains produits tout simples qui diminuent l'inflammation au niveau vasculaire, qui ont montré leur intérêt. Et à nous de montrer leur intérêt dans la prédictivité d'une rupture d'anévrisme, même s'ils sont géants. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci beaucoup Hubert de cette très très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Claude. Oui, chirurgien vasculaire, c'est normal. J'avais cru comprendre. On est complètement passionné par ta présentation, vraiment formidable. Tu es comme De Baquet qui disait « I go where the vessel go ». C'est-à-dire qu'il faut aller là où vraiment il faut porter le stent. Ma question, c'est la limite inférieure du diamètre pour porter un stent actuellement, qui peut être une artère de petit diamètre, peut être à l'origine d'un anévrisme important qui va saigner. Jusqu'à quelle limite inférieure vous pouvez actuellement mettre des stents qui vont couvrir la zone lésionnelle ?
et permettre peut-être de guérir cet anévrisme. Donc là, on sort du cadre de l'anévrisme géant parce que c'est souvent des artères proximales qui ont un diamètre environ de 4 mm. Donc on va taper sur... La question s'adresse aux artères de plus petit calibre. Donc la première fois où j'ai mis un stent comme ça dans une artère, j'avais pris à l'époque, il n'y avait pas de stent qui était fait pour la neuroradiologie, donc j'avais, il ne faut pas le dire, hein, mais utiliser des stents qui étaient à disposition pour des organes qui sont loin de chez nous. Et je ne veux pas que je le dise parce qu'on n'a pas le droit. Et donc, j'ai malheureusement une thrombose. Et les cardiologues savent pertinemment qu'au-dessous de 2 mm, le risque de thrombose est majeur. Donc on peut attaquer à 2 mm, mais il va falloir qu'on ait un produit qui soit extrêmement peu thrombogène, qu'on utilise toute la panoplie des anti-agrégants plaquettaires jusqu'aux anti-G2B3A si c'est nécessaire. Mais déjà, on fait des doubles prémédications en s'inspirant de la littérature cardiologique avec des produits comme l'aspirine de base, bien évidemment. Après, il y avait le clopidogrel, puis maintenant, il y a d'autres produits. Et donc en particulier le Brilic, où le professeur Herbreteau a été un défenseur du Brilic, qui a même publié dans le domaine, et il nous a fait avancer. Mais là, on suit un petit peu les cardiologues dans leur pratique. Et on s'inspire d'eux quand c'est possible. C'est bien. Question. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je me posais une question quant à l'effet de masse, en fait, parce que les symptômes vont venir de l'effet de masse. Est-ce que, de par ces traitements, vous arrivez, dans le cas des anévrismes géants, à résoudre ces symptômes, ou est-ce qu'il va falloir penser à d'autres thérapeutiques dans le futur pour pouvoir les réduire? Tout à fait. C'est une question qui est souvent posée parce que la révélation, c'est souvent une diplopie, une paralysie oculomotrice. Et donc, à quoi est due cette paralysie oculomotrice? Est-ce simplement un effet de masse tumorale ou est-ce également la pulsatilité de l'artère? Moi, je pense que c'est la pulsatilité de l'artère, et même en bouchant la carotide simplement, si on n'a pas toujours cette involution, rien que le fait de diminuer cette pulsatilité sur le nerf provoque une récupération dans les 3 mois habituellement. Voilà. Mais, vous avez vu sur le dernier cas, la portion circulante est suffisamment grosse pour justifier qu'on mette des spires pour organiser le caillot rouge à l'intérieur, et puis même comme c'est recommandé aujourd'hui par l'HAS, dans ces cas-là, on met très peu de spires pour ne pas majorer un potentiel effet de masse. On est quand même très prudent dans le domaine. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Peut-être vous voulez faire un commentaire de neuroradiologue ou de neurochirurgien? Je vais faire juste un petit commentaire. Pardon, juste un petit commentaire. On vous a présenté quelque chose qui est le traitement des anévrismes géants. Mais le traitement des anévrismes géants, avant, il n'y avait pas de possibilité thérapeutique, si ce n'est la ligature de la carotide. Donc c'est un gros problème, et tous ces progrès de l'interventionnel ont permis de rendre accessible à des traitements ce type de malformation. Il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est que tu as parlé de l'anastomose extra-intracrânienne. C'est des techniques chirurgicales qui, parfois, nous sont nécessaires, mais que très peu de centres, maintenant, manipulent encore. C'est-à-dire qu'avec la disparition de ces techniques, parce qu'elles sont peu utilisées, eh bien, la fiabilité devient beaucoup plus faible. Et ça, c'est un autre problème pour faire perdurer ces techniques. Donc en effet, aujourd'hui dans nos centres, on prend en charge de 90 à 100% des anévrismes intracrâniens. La compétence chirurgicale est absolument cruciale à conserver, principalement dans les cas les plus difficiles, puisque les neurochirurgiens ne vont opérer que le pire, du pire. Et l'anastomose intracrânienne, aujourd'hui, il y a des centres spécialisés, il y a des écoles qui ont existé en France, qui parfois s'éteignent parce qu'il n'y a pas de successeur, mais ils vont faire de la microchirurgie, souvent avec les chirurgiens vasculaires, pour pouvoir faire ces petites anastomoses intracrâniennes qui demandent une dextérité tout à fait particulière. Bien, merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions, d'autres commentaires, des suggestions sur des points inconnus que vous souhaitez voir traités ultérieurement? Écoutez, merci beaucoup. Moi, je remercie Jacques Chirasse, Dominique, pour cette session, et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez en savoir plus, vous nous répétez la date, Monsieur Mar, le 29 novembre. Le 24 novembre, Monsieur le Président, à 18h,
Au Cordelier, il y aura le 2e mardi de la chirurgie organisé par la Fondation créée il y a 1 an. Bien, merci beaucoup. La séance est levée.